j'ai abordé différentes formes de thérapie, etc. Mais j'avais toujours un sentiment d'insatisfaction. Et puis un jour, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai rencontré Jodorowsky, qui lui faisait à ce moment-là un travail sur l'arbre généalogique. Et là, vraiment, j'ai eu une espèce de sentiment d'évidence, hein, que c'était ça, c'était cette chose-là que je cherchais, et que ça complétait, ça donnait une dimension que je n'avais jamais trouvée dans les approches que j'avais faites jusque-là. Et maintenant, avec le recul, je dirais que ce qui était très nouveau et très puissant, c'était le fait que les influences des défunts étaient prises en compte de manière active. Alors qu'en psychothérapie, en psychanalyse, jusque-là, ça n'avait jamais été le cas. Donc cette prise en compte des défunts, est-ce que c'est ça qui est essentiel dans l'analyse transgénérationnelle? Oui, sauf qu'à ce moment-là, le terme même d'analyse transgénérationnelle n'existait pas. C'est moi qui l'ai mis à jour, si on peut dire, au bout d'un certain temps. On parlait seulement de psychogénéalogie. La psychogénéalogie étant l'étude des répétitions, des injonctions inconscientes, etc., qui sont à travers les générations et qui se traduisent par des faits, des maladies, des répétitions de dates, de lieux, de symptômes, etc. Une sorte de grille de lecture différente que, effectivement, le transgénérationnel éclairé en tant que point de vue global. C'est-à-dire que tout ce qu'on regarde peut être vu d'un point de vue transgénérationnel. La psychogénéalogie, c'était vraiment la technique, si on peut dire thérapeutique, qui permettait d'aborder ça. Et ça a été éclairé pour moi par le fait que la psychanalyse, qui était par ailleurs une démarche extrêmement puissante et intéressante, courait le risque de s'enfermer dans une boucle un peu égotique dans laquelle on connaissait son symptôme, on analysait son symptôme, on décrivait son symptôme et on restait enfermé dans son symptôme. C'est-à-dire quelque chose au niveau de la cause initiale pouvait rester extrêmement abscon pendant très longtemps. Et moi j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de patients au début, qui venaient en psychogénéalogie parce qu'ils étaient un peu au bout, je dirais, des ressources que leur analyse leur apportait, et qui en quelques séances, tout d'un coup, voyaient apparaître des pans entiers de signifiants qui jusque-là n'étaient jamais visibles. Est-ce que tu dirais que cette approche transgénérationnelle, elle permet aussi de rendre le patient plus actif dans sa démarche, ou en tout cas de passer sur un autre plan de connaissance de soi? C'est-à-dire que, comme tu viens d'expliquer, il peut y avoir une certaine limite dans la psychanalyse de ce savoir qui est dis-moi si je me trompe, mais qui est un peu hors de soi. Et j'ai l'impression que l'analyse transgénérationnelle permet d'interagir plus ou de faire le lien entre la connaissance et son parcours personnel. Et peut-être que je me perds un peu dans toutes ces notions. Non, je pense que tu dis avec tes mots qu'effectivement, le transgénérationnel a rendu consistant le fait qu'on était un héritier, qu'on n'était pas juste un objet isolé ou un sujet même un peu théorique, je dirais. On est un héritier qui devient sujet de son histoire, ce qui veut dire qu'on doit s'approprier son héritage, et que cet héritage, qu'on le veuille ou pas, qu'on le trouve agréable ou pas, il existe. Et que dès qu'on met à plat plusieurs générations de son histoire, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a des effets de répétition, des effets de boucle, etc., qui sont objectifs. Donc de ce point de vue, avec des grosses guillemets, je dirais presque que ça permet de donner une coloration presque scientifique, dans le sens où vraiment on s'appuie sur des faits, c'est démontrable. Les dates ne sont pas falsifiables, on ne transforme pas les faits du passé, on les contemple, si on peut dire.